C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canal M, épisode 73. Au sommaire aujourd'hui, la journée de visibilité lesbienne avec Mélodie Noël-Rousseau et Geneviève Labelle. Et puis Lynn Chamberlain, professeure à l'UQAM, qui a créé la chaire d'études sur l'homophobie et décorée de l'Ordre de Montréal, on la reçoit. Le retour au mécartisme aux États-Unis et les communautés queer sont visées à la chronique Make America Queer Always et Netflix Queer à la chronique Ma vie en cinéma queer. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 22 avril 2024. Contrairement à Netflix, vous pouvez changer vos abonnements puis vos mots de passe avec tous vos amis. C'est pas grave parce que c'est gratuit, nous autres, pour nous écouter. Vous écoutez l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. Eh bien, bonjour tout le monde. Le 27 avril, c'est la 42e journée de visibilité lesbienne. Cette journée vise à mettre de l'avant les enjeux des femmes et des personnes non-binaires qui s'identifient comme lesbiennes, gays, bisexuelles, pansexuelles, queer ou ayant une sexualité fluide, asexuelle ou encore en questionnement. On inclut tout le monde là-dedans, c'est correct. C'est sous le thème « Habiter l'espace ». C'est cette journée, donc, qui souligne les perspectives, les contributions trop souvent invisibilisées au sein des diverses manifestations queer locales ou internationales. Et pour en parler, je reçois Mélodie Noël-Rousseau et Geneviève Labelle par visioconférence. Bonjour à vous deux. Ah, moi, je ne vous entends pas. Là, on a un petit problème de son. On n'a pas de son. Attends un petit peu, parce qu'elles ont bien leur micro. Moi, je les entends pas, puis elles m'entendent. Elles m'entendent, mais on les entend pas. Alors, on va aller juste retourner en petite pause musicale, puis on va vérifier. Bon, on va réessayer ça. Alors, rebonjour Geneviève et Mélodie. Est-ce qu'on vous entend cette fois-ci? Pas du tout. Moi, je pense qu'on va leur demander de se reconnecter et on va refaire ça. On retourne en petite musique, s'il vous plaît. Bon, les merveilles de la Attends, ça, c'est moi qui ai le problème maintenant. Les merveilles de la technologie, c'est extraordinaire quand ça décide de ne pas fonctionner. Rebonjour, Geneviève Labelle et Mélodie Noël-Rousseau. Désolé pour ça. Donc, journée de la visibilité lesbienne, c'est encore pertinent 40 ans plus tard? En fait, ça l'est tout autant. Les luttes sont rendues différentes, mais sont pas moins importantes. Je pense que cette année, tu l'as dit au début de l'émission, mais
on veut visibiliser toutes les personnes qui sont de près ou de loin dans notre grande communauté. Alors, dites-moi, là, toutes les deux, vous êtes déjà très impliquées sur la scène théâtrale, puis peut-être que je vous poserai une petite question là-dessus si on a le temps tantôt, la création. Vous êtes tous les deux des drag kings. Qu'est-ce qui vous conduit à vous engager cette année comme porte-parole de la Journée de visibilité lesbienne? Mais d'abord, c'est une grande fierté, puis c'est tout un honneur de porter ce titre-là, puis en plus en tant que couple lesbien. Donc, c'est beau de faire rayonner notre amour, puis si nous, on peut être l'exemple que moi, je n'ai pas eu plus jeune, ben tant mieux, parce que c'est beau l'amour. Geneviève? Ben, je suis vraiment contente. On va avoir une super belle journée avec plein de panels de discussion, puis moi, ça me fait du bien de voir tous ces gens-là rassemblés à chaque année, puis j'ai juste vraiment hâte au 27. Trouvez-vous que les femmes sont encore sous-représentées, voire même mises à l'écart au sein de nos communautés queer? Mais oui, c'est encore un défi. Oui, c'est encore un problème. Puis il faut faire de l'espace, puis il faut faire de la place, puis il faut donner les ressources. Mais il y a de plus en plus de personnes qui s'impliquent dans les milieux, puis il y a de plus en plus d'espaces, de soirées. Puis tant mieux, tu sais, ça fait vraiment plaisir de voir que c'est ça, que les différentes plateformes se mettent en place pour se faire rayonner. Bon, parlons justement de Montréal, qui est reconnu à l'international pour son village gay. Est-ce que les femmes ont leur place dans ce village? Est-ce qu'il y a un endroit où on va savoir que les femmes lesbiennes existent, puis elles sont là, puis elles sont belles, puis on veut les voir, là? Ben c'est sûr que le village essaie d'être de plus en plus inclusif. Là, on sent une main tendue, mais le travail est encore en chantier. Je dirais que une des raisons, c'est principalement que la plupart des commerces appartiennent à des hommes gays, fait que il faudrait plus de business lesbian owned, comme on dit, dans le village pour se voir plus représentés. Puis mais il y a d'autres commerces qui sont à l'extérieur du village, là. Je pense notamment à l'Idéal, qui je pense au bar Champ sur Saint-Laurent, qui est rendu avec une crowd anglophone super jeune, lesbien. Fait que non, il y a d'autres spots là, qui sont en train de se développer, puis on sent l'engouement autour de ces événements-là. Alors, on parle d'habiter l'espace. Vous avez mentionné là, un petit peu, on en a parlé un petit peu depuis le début. Donc, la place des femmes, des personnes lesbo-queer dans les différents espaces, que ce soit politique, institutionnel ou médiatique. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on commence à avoir une représentation un peu plus représentative, excusez-moi le pléonasme, des femmes lesbiennes? Mais un enjeu aussi, c'est la peur de s'afficher, oui. de ne pas être que ça. Mm-hmm. Puis nous, on trouve ça important justement de s'afficher pour montrer qu'il n'y a pas de honte, il n'y a pas de peur par rapport à ça, mais chacun a son rythme. Mais on le voit aussi juste dans le milieu théâtral, la peur de se faire bloquer des rôles, la peur d'être étiqueté, puis de ne pas avoir la même carrière qu'on a si on passe pour hétéro. Fait que ça reste des enjeux au-delà de juste l'orientation sexuelle. Fait que il y a encore des préjugés, puis je pense que c'est important d'être bien présente dans l'espace public. Puis oui, il y a plus de rôles qui sont à la télé, oui, on en voit de plus en plus, puis tant mieux, tu sais, parce que ce sont des réalités, ça fait partie de la norme. Tu sais, il n'y en aura jamais trop, là, on se dit pas il y a trop d'hétéros à TV, là. Encore une fois, je me fais prendre par ces deux-là. Ils finissent toujours par me faire rire puis que je perds le fil. C'est pas grave. À quoi s'attendre donc pour le 27 avril prochain? Ben déjà, la visite d'Alice Coffin nous excite beaucoup. Puis il y a des beaux prix qui vont être remis. Puis nous, on a la chance d'animer la soirée avec un manifeste qu'on va faire en tant que Geneviève et Mélodie. Nos drag kings ne seront pas au rendez-vous, mais il y a des performeurs-performeuses qui seront invités à ce cabaret-là le soir. Il y a quelques prix, là, j'ai vu, pouvez-vous m'en parler, là, le prix Visibilité, Caroline Deschaines? Ou c'est trop... Oui. Est-ce que c'était secret? J'aurais peut-être pas dû le mentionner, c'est ça ou non? C'est connu? Non, c'est fou parce que c'est quelqu'un qu'on connaît bien à Québec, là, qui fait les soirées plurielles. C'est vraiment, vraiment incroyable ce qu'elle fait à Québec. Mona Greenbaum, qui est à la tête de la coalition des familles LGBT, qui est une personne vraiment importante.
Puis une autre, Jade Almeida, qu'on va découvrir. Malheureusement, j'ignore qui c'est encore, mais j'ai très hâte de le découvrir. Oui, moi, ce que j'ai comme info, elle est originaire de Guadeloupe. Elle a réalisé sa thèse de sociologie sur les femmes noires qui aiment les femmes, résistance au rapport de pouvoir enchevêtré, cofondatrice de Arambec, un organisme de défense des droits des femmes noires et des personnes non-binaires noires. Bon, c'était vraiment intéressant. Ben, moi, ça m'amène, il me reste quelques minutes, puis je m'étais dit que je me regardais un petit peu de temps. Je suis allé voir Explosion. On peut en parler? Mais oui, non. Ben, écoute, moi, j'ai vraiment été agréablement surpris parce que j'ai beaucoup ri, mais j'ai ri jaune par bout, en passant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la pièce, rapidement, vous faites quoi dans cette pièce? Rapidement, on est une shop de destruction féministe qui s'attaque au patriarcat et notre objectif est de le détruire d'ici 2030. ça rend les gens un peu inconfortables, non? Sincèrement, non, j'étais pas inconfortable, mais qu'est-ce que j'ai ri, puis parfois je me dis, oh mon Dieu, moi aussi je fais partie de ça. Fait que quelle a été la réaction en général du public, ce que vous avez pu glaner? Je pense que ça a fait beaucoup de bien. Ben, les feedbacks qu'on avait, c'est des gens qui étaient comme « Wow, ça fait du bien, on pète des affaires. » C'est comme un cathartique en quelque part, une espèce de rituel libérateur pour le public. Ouais. C'est ça qu'on se fait dire beaucoup, ouais. Ben, j'avoue que ça aussi, ça m'a fait du bien. Moi, je me dis, oh mon Dieu, j'ai le goût de monter sur scène avec eux. Y a-t-il quelque chose que je peux détruire moi aussi? Ça me semble que ça ferait du bien. Hey, les filles, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Désolé pour le petit ennui technique. Ça nous a fait aller plus vite sur l'entrevue. Mais Explosion, ça va être joué à nouveau ou vous faites quoi là, avec ça? On croise les doigts, mais il y a du beau qui s'en vient cet été. Surveillez nos réseaux sociaux. Là, on a bien des beaux projets qui s'en viennent pour pleurer dans la douche. Excellent, Oh oui. Mais ça va être vos alter ego, Rock Bière et Hervé Métal. À suivre. On ne sait pas qui va y aller. On ne sait pas qui on va envoyer à Fierté cette année. Geneviève et Mélo ou Rock et Hervé. Nul ne sait. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, puis au plaisir de vous revoir à nouveau ici à cette émission, Geneviève Labelle et Mélodie Noël-Rousseau. Merci beaucoup. Merci à toi. Toujours un plaisir. En bref. Au Qatar, un rendez-vous sur Grindr tourne au cauchemar pour Manuel Guerrero, âgé de 44 ans. Il était en fait attendu par un policier qui l'a placé en détention provisoire le 4 février. Employé de la compagnie aérienne Qatar Airways, Guerrero vit depuis 7 ans au Qatar où l'homosexualité est criminalisée. En apprenant son statut sérologique, Manuel a été placé en isolement et on lui a refusé de lui fournir ses antirétroviraux, a rapporté Pink News. Il a été contraint de signer de nombreux documents en arabe qu'il ne comprenait pas et il n'a pas eu d'interprète ni d'avocat. Manuel, enregistré au Qatar comme citoyen britannique, a obtenu mi-mars la fin de sa détention provisoire et a été relâché en attendant son procès. Il ne peut toujours pas rentrer dans son pays et n'a pas encore été informé des accusations formelles qui pèsent contre lui. Pire, il pourrait bientôt se retrouver à court de traitement antirétroviral, alerte sa famille qui réclame qu'il puisse quitter le Qatar. Un porte-parole de Grindr a déclaré être indigné par la situation. Pour soutenir les utilisateurs de Grindr au Qatar, la firme a posté des messages d'alerte de potentielles menaces dans la région. On encourage les utilisateurs à vérifier l'identité des personnes avec qui ils parlent via les appels vidéo avant de faire des rencontres. Source Fugue. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Eh bien, sociologue de formation, Lynne Chamberlain est professeure au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal. Elle est la fondatrice de la chaire de recherche sur l'homophobie et elle vient de recevoir l'Ordre du Canada. J'imagine que le « en bref » qu'on vient d'entendre, Lynne, ça t'a fait un petit peu dresser les cheveux là, avec ce qui se passe au Qatar sur les personnes qui vont sur Grindr. Ah oui, c'est épouvantable. Ce sont des risques... énorme. Il y a une répression, il y a des reculs actuellement en Afrique, il y a eu des reculs dans plusieurs pays. Donc, et les gens qui se battent là-bas font preuve d'un courage énorme. Alors, Lynne Chamberlain, je t'ai fait parler avant de te demander, puisque c'est la première fois qu'on te reçoit à cette émission, je demande toujours aux gens quels pronoms et quels accords tu utilises. Alors, elle,
Et puis, je suis retraitée maintenant. Ah, t'es retraitée, c'est vrai. Oui, c'est vrai. je suis retraitée par contre, je maintiens encore quelques activités scientifiques, surtout pour la supervision des étudiants ou collaborer à quelques articles. Je vais commencer par les félicitations parce que c'est de mise. Recevoir l'Ordre de Montréal, ça représente quoi pour toi? Bien, d'abord, c'était une surprise parce que je n'avais pas été informée que ma candidature avait été soumise. Alors, parfois, les prix, on s'y attend. Ou pour une raison ou pour une autre, on a contribué à la présentation du dossier. Alors, là, je n'avais pas eu d'écho, donc c'était vraiment une surprise totale. Pour moi, c'est comme un peu une récompense générale de ce que j'ai fait dans ma carrière et un peu de l'audace que j'ai eue de travailler à la création de cette chaire qui s'appelle maintenant la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres et qui est bien installée, qui est reconnue. Donc, je pense que c'est un prix pour ça. Puis, bon, que ça vienne de Montréal. Montréal, c'est ma ville d'adoption. Quand j'avais 23 ans, je suis déménagée de Québec à Montréal. Et je n'ai jamais regretté ce choix. Et j'aime encore Montréal. Je trouve que c'est une ville qui a malheureusement été mal aimée par certaines administrations municipales précédentes, mais qui est quand même une ville où il fait bien bon vivre. Bien, justement, quand j'ai annoncé que tu serais à l'émission sur les réseaux sociaux, j'ai eu quelques messages et les gens disaient « Ah, c'est le fun, on est content ». Beaucoup de personnes m'ont parlé de toi, de ton travail de recherche. On te considère comme une sommité dans la recherche sur les personnes queer. C'est quoi l'étincelle qui t'a poussé au départ à aller de l'avant et à créer cette fameuse chaire? En fait, c'était au moment où le gouvernement, je n'étais pas toute seule là-dedans, c'était plusieurs groupes communautaires, des représentants des syndicats, la Fondation Émergence aussi, et tous ces groupes-là étaient réunis avec le gouvernement pour dire, bon, mais maintenant, l'égalité juridique est pratiquement atteinte. On était en début des années 2000, donc après l'adoption de l'union civile. Donc, les couples étaient reconnus, les parents de même sexe étaient reconnus, mais on se rendait compte par l'observation qu'il y avait encore beaucoup d'homophobie, beaucoup d'hostilité, beaucoup de stigmatisation, que parfois ça prenait des formes indirectes, c'est-à-dire que c'était pas toujours le coup de poing sur la gueule ou l'arrestation ou la répression policière, mais qu'il y avait quand même un éventail de formes de stigmatisation et que tout ça n'était pas documenté. Quand on essayait les gens... Souvent, les représentants des ministères qui étaient assis, tout le monde était assis à une même table, et les représentants des ministères nous disaient, oui, mais quel est le problème? Vous avez les droits maintenant, quel est le problème? Et là, on leur disait, oui, mais dans les écoles, les jeunes gays, les jeunes lesbiennes, les jeunes même hétéros, mais dont le genre n'est pas conforme aux normes, se font harceler, se font intimider. Avez-vous des preuves? Bien là, on est obligé de citer des études américaines. Alors, on s'est dit, bien, ça prend des études faites ici au Québec pour documenter ces réalités-là. Et c'est comme ça que l'idée de la chaire est venue. Puis moi, j'avais déjà commencé des recherches. Donc, je portais ce projet-là beaucoup, mais j'avais aussi l'appui des partenaires. Puis je pense que c'est ce large appui qui fait que ça a été inclus dans l'idée de faire de la recherche. Ça a été inclus dans la politique de lutte contre l'homophobie. Et ensuite, ça a été inclus dans les plans d'action. Donc, c'est comme ça qu'on a créé une chaire de recherche à l'UQAM. Et personnellement, Lynn, qu'est-ce qui te motive à faire autant pour nos communautés dans cette recherche-là? Mon Dieu, je pense que la recherche m'intéresse en soi. J'ai toujours une curiosité intellectuelle. Il y a aussi ma formation en sociologie qui m'amène à toujours poser des questions, à toujours vouloir savoir... comment ça se passe ici, comment ça se passe ailleurs, comment ça se passait avant. Par exemple, ma thèse portait sur les lesbiennes dans les années 50 et 60 à Montréal. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de curiosité et je pense que ça c'est vraiment ma satisfaction personnelle. Oui. C'est pour ça que je continue encore de lire, de m'intéresser, même si maintenant, ça ne s'inscrit pas dans une carrière comme telle. Et sur le plan politique, bien, je pense que c'était une bonne alliance, la recherche et la politique, parce que c'est comme ça qu'on comprend mieux qu'est-ce qu'il faut changer et comment le changer. C'est-à-dire, si on arrive à pas seulement dire qu'il y a des problèmes, mais comment ça fonctionne, l'homophobie, la lesbophobie, comment ça s'applique différemment aussi à des groupes différents, les groupes de personnes racisées, les personnes queer, c'est pas les mêmes mécanismes souvent. Donc, si on arrive à comprendre ça, on va pouvoir adopter des politiques
qui vont être plus efficaces, plus collées sur les problématiques de terrain. Je sais que tu es à la retraite, mais quand tu vois depuis quelques années cette remontée de la... Je vais dire de la haine vis-à-vis de nos communautés, les queerphobies, puis on voit dans certains pays même que ça va jusqu'à la peine de mort. Il y a même des attaques un peu partout. Comment tu réagis à ça? Ben, en fait, inquiète. J'ai beaucoup d'inquiétudes. Pour le Canada, notamment, je crains que les financements actuels ne disparaissent avec certains changements politiques. Avec l'arrivée de Pierre Poilievre aussi. Pour le dire clairement, oui. Actuellement, au moins, la recherche, les interventions, les groupes reçoivent un financement qui est quand même important en raison du plan d'action gouvernementale du gouvernement fédéral sur 5 ans. Donc j'ai beaucoup d'inquiétudes. Il y a aussi une certaine démobilisation et je dirais une certaine division aussi parmi nos rangs, c'est-à-dire que on se rend compte qu'on est beaucoup diversifiés, mais il n'y a pas toujours une unité de fait entre nous. Donc, ça, c'est un autre sujet d'inquiétude. En même temps, je me dis, bon, il faut continuer de dire ce qu'on a à dire. Il faut continuer de documenter, de lutter, de collaborer. Et je pense qu'on a toujours une façon de faire un petit pas vers l'autre aussi, de faire, je crois beaucoup Maintenant, jeune, j'avais un discours plus radical, révolutionnaire, comme plusieurs d'entre nous. Maintenant, je crois davantage à qu'est-ce qu'on peut faire. Par exemple, un geste de solidarité avec des organisations comme Égide, qui est investie à l'international. On peut faire un don à d'autres associations internationales, comme Amnesty International, qui défend aussi les personnes LGBTQ+. Donc, on peut diriger notre don vers ça. Donc, je pense qu'il y a toujours quelque chose, un geste qu'on peut faire de solidarité entre nous, avec d'autres personnes de la communauté. C'est la journée de visibilité lesbienne qui s'en vient. Puis, je peux pas m'empêcher de dire, mais comment ça se fait que les femmes lesbiennes ont autant été invisibilisées dans nos communautés? Bien, je pense parce que ce sont des femmes, donc au départ, elles sont... c'est une question complexe, là. Oui, je pense qu'au départ, ce sont des femmes, donc elles ont moins de pouvoir dans la société, elles ont moins de ressources économiques et elles sont aussi plus centrées sur leur vie privée parce que plusieurs générations de femmes ont été socialisées comme ça. Donc, les femmes gagnent du terrain en politique, mais avant que les femmes lesbiennes ou que des femmes lesbiennes racisées gagnent ce terrain-là, ça prend quand même du temps. C'est long de se défaire des bonnes vieilles habitudes du patriarcat, hein? Oui, c'est long. On peut bien le faire exploser et c'est vrai que ça procure un plaisir inoubliable. Tu as vu la pièce de théâtre Explosion? Oui, oui, j'ai adoré. Et effectivement, ça fait du bien et il faut se faire du bien, je pense, au moral. Il faut s'encourager. Alors, dans ce sens-là, c'est absolument essentiel. Mais en pratique, pour les luttes politiques progressent souvent plus lentement. Alors, il faut garder notre horizon à long terme. Est-ce que, tu as parlé de solidarité, est-ce que cette solidarité-là, elle existe ou elle existe moins maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre nos communautés et notamment vis-à-vis les femmes? Je pense que les femmes ont toujours été minoritaires dans la communauté, c'est-à-dire même à l'époque, par exemple, où il y avait les luttes pour les droits, pour la reconnaissance du mariage et tout ça, si on regarde la place des femmes dans les groupes militants ou leur place dans les rôles de direction, elles étaient minoritaires à ce moment-là. Puis il y a beaucoup de lesbiennes qui ont plutôt investi le mouvement féministe avec l'idée qu'elles allaient gagner comme femmes des libertés, des ressources, le droit à l'emploi, le droit à un meilleur salaire. Donc tout ça, ça leur permet d'avoir une vie lesbienne, d'assumer sa vie comme lesbienne parce que si on n'est pas l'autonomie économique, on ne peut pas avoir une vie comme lesbienne. Si on n'a pas les moyens d'élever des enfants, on ne fera pas des enfants pour... Donc, il y avait des gains à faire du côté féministe. Alors, les femmes ont toujours été un peu divisées entre le militantisme avec les gays, le militantisme au sein du féminisme et le militantisme autonome. Et je pense que dans le mouvement gay, donc, elles étaient moins nombreuses à s'y investir et forcément, et là, moi-même, je me rends compte que j'ai milité un peu dans ces 3 endroits-là aussi à travers ma vie. Donc, je ne suis pas capable de dire c'est mieux de militer d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'il y a des combats à mener
dans les 3 lieux, je pense que la représentation des femmes lesbiennes, depuis quelques années, ça s'améliore, mais c'est encore souvent des femmes jeunes, blanches, belles. Mais puis surtout pas les butch. Excuse-moi. Surtout pas les je le butch, dis, en effet. puis je veux que tout le monde m'excuse d'utiliser le mot, mais c'est parce que ça signifie quelque chose. On dirait que les femmes un peu plus garçonnes, on les met de côté. On a comme peur des montrer. Oui, les butch ont toujours été plus aisément exclus. Et je dirais qu'il y a eu comme vraiment un gros creux de vague. Là, que je me souviens, pendant des années, j'enseignais, je demandais aux jeunes de me dire, aux étudiants, de me nommer des gays connus ou des personnalités politiques ou des personnages, des personnalités dans les médias ou même des personnages de films. Puis la liste des gays était toujours très longue. La liste des lesbiennes était toujours très courte ou américaine et non pas québécoise ou canadienne. Et là, maintenant, la liste s'est un peu allongée, mais quand même, le rattrapage n'est pas encore complet. C'est clair que je mettrais Lynn Chamberlain sur ma liste. Ben, je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut être visible, comme ça a été dit par Mélodie et Geneviève. Parce que plus on est aussi... la visibilité produit des effets dans la mesure où on est plusieurs à être visibles et à montrer que, justement, on n'est pas on est d'âge différents. Il y a une grande diversité parmi nous. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer. Dernière question. Qu'est-ce que tu souhaiterais voir là, c'est quoi ton rêve pour nos communautés? Ah, que je pose une question compliquée. Hein? Oui, ça, c'est une question compliquée. Moi, j'aimerais c'est vraiment l'international pour lequel j'ai des inquiétudes parce que, malheureusement, c'est des rapports politiques, en fait, souvent qui n'ont rien à voir avec les gays lesbiennes. Les questions lesbiennes est devenue instrumentalisée par les forces de droite, par les forces conservatrices, par les conservateurs en Russie qui veulent se démarquer de l'Europe démocratique. Donc, il y a toutes sortes d'utilisation de cette question-là et actuellement, c'est en train de nous faire des reculs. Et ça, je trouve que c'est vraiment malheureux. Donc, ce serait qu'il y ait des gains importants qui soient faits à l'international. On va l'espérer. Merci beaucoup, Lynn Chamberlain. De rien, plaisir. En deuxième partie, le mécartisme montre son vilain visage à nouveau aux États-Unis et notre communauté pourrait bien en faire partie. Et puis Netflix Queer à la chronique Ma vie en cinéma queer. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Alors, dans cette deuxième partie, Netflix Queer à ma chronique Ma vie en cinéma queer. Mais avant, on va parler d'une chasse aux sorcières, puis c'est pas celle que dénonce Donald Trump, mais c'est une toute autre chasse aux sorcières. Et c'est le mécartisme qui montre à nouveau son vilain visage à la chronique Make America Queer Always. Let's make America queer always. Make America Queer Always. Un regard sur les États-Unis avec Chantal Nadeau. Allô Chantal, ça va bien? Allô Chantal, ça va bien? On a un retour. Ouais. Tu m'entends? Oui, là je t'entends, j'avais un petit retour de voix. Bon, on va essayer, je ne sais pas si c'est chez nous. Écoute, non, mais je pense que je vais quitter le Zoom. OK. OK, c'est bon. Bon, alors, on revient à Chantal. Est-ce que tu m'entends, Chantal? Mieux? Oui. Oui, là, je t'entends Oui, mieux. On a quitté le Zoom parce que je voulais te voir, mais ça faisait un retour de son. Alors, Chantal Nadeau, professeure en études féministes et queer à l'Université de l'Illinois à Urbana-Champagne. Ça va bien? Ben, ça dépend comment on regarde ce qu'on va discuter aujourd'hui. Ben justement, on va discuter de la liberté académique qui est encore malmenée aux États-Unis. Les représentants, là je vais me permettre, les représentants d'extrême droite, donc les républicains au Congrès, s'en prennent à des professeurs, cette fois-ci de l'Université Concordia. Pourquoi?
Ben, ça s'est passé dans le cadre d'une audition de la commission parlementaire sur l'éducation qui est présidée par l'élue républicaine Virginia Fox de la Caroline du Nord. Alors, après avoir passé à la lunette Elizabeth McGill et puis Claudine Gay de Harvard, les deux étaient démissionnés, je ne sais pas si tu t'en souviens, une en décembre, l'autre en janvier. Alors voilà, alors c'est au tour maintenant de la présidente de Columbia, Nema Chapik, d'être interrogée pendant près de 5 heures par les membres de la commission. Alors, et dans sa façon, pressée par les parlementaires pour lui demander qu'est-ce que les universités faisaient contre l'antisémitisme. Donc, Chapik a donné des exemples. Il y a aussi beaucoup de protestations sur le campus de Columbia, ça dure depuis plusieurs semaines d'ailleurs. Alors, elle a littéralement garoché 3 noms en fait, mais 2 surtout, très importants, Catherine Franke et Joseph Massad, en disant que c'était des gens qui étaient en ce moment en révision disciplinaire. Pourquoi? Et pourquoi ces gens-là sont visés? Parce qu'ils ont pris des positions anti-Israël ou contre ce qui se passe en Israël? Parce que là, la situation, c'est qu'on est en train d'instrumentaliser le conflit entre le Hamas et Israël. C'est l'élément déclencheur de toute cette histoire-là. Ah ben oui, c'est tout à fait ça qui se passe. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que les profs visés, en fait, je vais te faire d'abord une citation d'un milieu républicain qui trouve vraiment plutôt bien l'espèce de problématique à laquelle ces professeurs-là s'exposent. Bon, un terme qu'on entend souvent, mais je vais y revenir, c'est le DEI, diversité, équité, inclusion. Donc, je te fais la citation de Brandon Williams, qui est un élu républicain de l'État de New York, et qui a comparé les déclarations, les mesures, les programmes en faveur des initiatives DEI sur les campus à des serments de fidélité à la propagande nazie. Ouf. Alors, ce à quoi ils s'attaquent, les républicains, dans cette commission-là et à travers plein d'autres programmes et de lois, donc on va pouvoir parler si on a le temps, c'est l'élimination de ce que les républicains appellent la propagande identitaire des minorités raciales, sexuelles, religieuses, non chrétiennes bien sûr, dans l'enseignement supérieur et les services aux étudiants sur les campus universitaires. Ouais, on est pas mal proche du mécartisme, hein? Oui. Ben, pour la petite histoire, là, pour ceux qui ne connaissent pas le McCarthy, oui, justement. Ouais. Ceux qui sont notre jeune auditoire, ça vient du nom de Joseph McCarthy, sénateur républicain aux États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, dans une atmosphère de paranoïa anticommuniste. Une campagne politique et idéologique avait été lancée pour dénoncer les agents communistes infiltrés dans le pouvoir fédéral. Et puis, en s'entendant que ça incluait toutes les formes de subversion politique, communiste ou autre, et à tous les domaines de la vie, homosexualité par exemple. Alors voilà, c'est ça le marketing. Alors, le fait que Catherine Franke et Joseph Massad, ce sont des experts. Franke est professeure de droit, elle est aussi la directrice du Centre des études sur la sexualité et le genre en droit à Columbia. Et Joseph Massad est un professeur d'histoire qui est un historien, c'est ça, qui s'intéresse aux questions d'homosexualité musulmane et gay. Alors, Franke, les deux c'est des professeurs qui sont out et qui ont pris des positions assez sévères contre ce qui se passe en Palestine, naturellement, surtout Joseph Massad. Et Franke est quand même assez connue. Elle défend aussi des étudiants qui ont été baignés ou été expulsés du campus. C'est elle qui organise toute la défense légale. Alors, ce sont des gens qui ont des profils très, 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 très publics et aussi très, très pas contestables, mais surtout très politique sur le campus. Oui, puis ça ne fait pas plaisir à ce segment de la droite républicaine là, de voir ces gens-là. Non, parce que comme je t'expliquais, ce qu'ils veulent, c'est qu'on arrête pour eux le DEI, ou tout ce qui touche les questions des minorités sexuelles, raciales et religieuses, c'est de la propagande. Mm-hmm.
qui vise à, finalement, à éliminer, qui vise à diminuer l'influence ou l'importance des Blancs sur les campus. Alors, c'est vraiment ça, c'est au cœur même de cette façon-là dont ils fonctionnent. Donc, c'est des professeurs qui habituellement, devraient avoir la liberté académique. Finalement, cette liberté-là ne vaut plus grand-chose, là. Si les politiciens peuvent les convoquer, puis convoquer leur patron, puis les faire jeter dehors. Ben, qu'est-ce qui arrive? C'est la première fois, parce que les 3 autres présidents d'université qui avaient été interrogés devant la commission, ils n'ont jamais mentionné aucun professeur. Alors, c'était la première fois, et c'est pour ça aussi l'espèce d'outrage public, et aussi par l'Association des professeurs d'université des États-Unis. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? C'est qu'elle a donné volontairement, en pleine commission avec les caméras là, elle a donné volontairement les noms de trois professeurs qui sont queer et qui font des études queer. Alors, c'est ça aussi, on revient donc au macartisme. Bon, et c'est ça qui est vraiment une espèce d'affront. On n'a jamais vu ça. Ça se fait pas. Elle aurait dû protéger ses professeurs, alors elle les a vraiment envoyés dans la fosse au lion. Non, comme on dit en franglais, elle les a garochés en dessous d'autobus. Ben, exactement. C'est exactement ça qui s'est passé. D'où l'outrage, comme tu peux t'imaginer. Là. Alors... Puis là, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a quand même, encore une fois, de ces extrémistes républicains qui vont même aller jusqu'au mensonge là, pour justifier leur position puis demander le retrait de ces personnes-là ou de les faire rejeter dehors de leur université. Oui. Ils n'ont aucun problème à les citer hors contexte. Bon, ça, c'est la tactique républicaine. Hein? C'est du mensonge, des citations hors contexte qui visent seulement des stratégies d'aplatissement de la différence. C'est vraiment ça qui les motive. Et Frankie, qui écrit quand même dans The Nation, que tu connais, elle est quand même... Elle a vraiment un profil d'intellectuel public, donc elle fait beaucoup de vulgariser ses positions, si tu veux, pour avoir un public pas seulement universitaire. Alors, Catherine Frankie a été citée là, hors contexte en disant que tous les Juifs devraient avoir honte d'appuyer Israël, alors que c'est pas vrai. Sur le campus, en ce moment, à Columbia, il y a un gros campement étudiant. Il y a des étudiants juifs, des étudiants arabes, des étudiants queer, des étudiants straight. Alors, leur stratégie, c'est de dire que l'antisémitisme et le zionisme et l'antisionisme, c'est la même chose. Alors que tous les Juifs, le moindrement sur les campus, c'est vraiment pas une position que il y a vraiment une grosse différence. Alors leur tactique, eux, c'est d'aplatir cette différence-là et de servir de n'importe quelle déclaration moindrement critique du gouvernement de Netanyahou pour justement parler d'antisémitisme. Tu me disais donc qu'il y avait des lois qui seraient aussi des lois qui pourraient être remises en question concernant les universités. On a le temps d'en parler. OK. Bien, justement, quand je te parlais du DEI, tantôt, diversité, équité, inclusion, bien, le Texas a passé une loi en décembre, la loi SB 17, qui finalement attaque littéralement à l'Université du Texas à Austin, qui attaque littéralement tout ce qui a le mot multiculturel dedans, diversité, engagement communautaire. Alors, ils ont changé le nom d'un de leurs centres, qui était le centre de l'engagement multiculturel, pour celui de centre communautaire pour les femmes. Alors, c'est vraiment d'isoler la communauté LGBTQ de la question identitaire et de les éliminer leur présence, leur trace sur le campus. Et aussi, et si les gens n'obéissent pas à ça, ils se font couper les fonds. Alors, les étudiants. C'est vraiment ça leur tactique. Et ça, c'est quelque chose c'est la même chose avec un centre culturel noir. Ça, c'était l'Université Texas A&M, qu'on a décidé d'appeler, alors on parle d'un centre culturel pour les Noirs, pour un centre d'enrichissement étudiant. Alors, tu vois, tout ce qui s'appelle race et identité sexuelle en ce moment, c'est vraiment éliminer ça le plus possible, avoir aucun dans la publicité pour les universités, dans les sites, dans les ressources et tout ce que tu veux. Ouais. Donc, est-ce que le Texas est en train de dépasser la Floride comme étant l'État le plus homophobe des États-Unis?
Disons que ça a surpris parce que l'Université du Texas à Austin est quand même une université assez progressiste, là, que je connais très bien, j'ai beaucoup de collègues là-bas. Mais c'est ça, mais en même temps, il y a comme... mais ça atteint aussi, il y a d'autres universités qui embarquent là-dedans. Là. Mais le mouvement aussi contre ça s'organise, alors que des universités comme l'Université de Michigan, qui est une université publique, mais qui est en général plutôt conservatrice, je te dirais. Alors là, ils organisent des campements, ils s'organisent, les professeurs se mobilisent. Alors, ça peut être intéressant de voir comment ça va avoir un effet boule de neige et de domino aussi dans les campus autour des États-Unis. Tu me permets, Chantal, je vais amener ça sur un plan personnel pour toi parce que tu enseignes des études féministes et queer à l'Université de l'Illinois. Est-ce que tu commences à vérifier ou à t'assurer, comment est-ce qu'on pourrait dire, de te watcher, comme on dirait en bon québécois, quand tu parles en public et tout ça? Non, pas encore. Donc, c'est sûr que le fait que je vive à Chicago, ça aide. Mais je te dirais que, dépendamment des cours que j'enseigne, j'ai jamais fait d'autocensure. Hein. Et je te dirais que cette année, pour la première fois, j'ai commencé. Ah oui? Il y a des choses que je présente, présente pas de la même façon. Je les contextualise différemment. Il y a des termes que j'utilise pas tout à fait de la même façon. Encore dépendamment qui prend mes cours. Alors moi, c'est pas si pire parce que j'enseigne quand même des cours assez spécialisés, c'est-à-dire au niveau 3e année, 4e année. Alors, mais pour ceux qui donnent des cours de premier cycle, c'est genre avec 150 étudiants, introduction aux études des genres, là, je sais que dans certains de mes collègues, on se surveille. Et puis ça, je te dirais que c'est inquiétant. Et quand on voit le côté mou de nos dirigeants, et c'est pour ça que je suis furieuse contre Shafik, la présidente de Columbia, quand je vois le côté mou qui s'agenouillent devant les républicains extrémistes comme ça, ben je trouve ça insupportable. Alors, c'est sûr que ça joue, hein, ça joue dans la tête, comme on dit. Et puis, et c'est pas toujours évident. Donc, c'est ça. Alors, c'est pas... disons que pour certains de mes collègues dont un petit peu plus dur que moi, je vais être très honnête avec toi, là, c'est déjà épeurant de rentrer dans une salle de cours avec 150 étudiants. Là. Alors, imagine que si tu penses que tu es la police là-dedans, là, la police républicaine, là, partenaire. Ouais. Je vais être franche avec toi. Ben, Chantal, on va te quitter là-dessus en espérant que les choses ne tournent pas trop au vinaigre pour toi, puis on se reparle le mois prochain. On se parle le mois prochain. OK, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Ma vie en cinéma queer avec Donald Bilodeau. Salut Donald. Salut Denis Martin. Bonjour tout le monde. On quitte le gros écran, on va sur le petit écran. Ben, ça dépend des gens, on a tellement des grands écrans maintenant, on dirait qu'on est au cinéma, mais on s'en va parler de Netflix aujourd'hui. Oui, on va faire un spécial Netflix parce qu'il faut avouer quand même qu'ils ont beaucoup de contenu LGBTQ. J'arrête pas d'en découvrir de semaine en semaine. Et ça provient de plusieurs pays différents. Ce sont des films, des téléfilms, des mini-séries. Puis des mini-séries, c'est très agréable parce que de s'éterniser pendant 4, 5, 6 ans dans une série, des fois, c'est très long. Puis des mini-séries de 8, 10 épisodes, c'est parfait. Quand on fait du binge-watching comme moi, là, ça fait 6 saisons, ça fait un long week-end. Allons-y d'une première série. Un pays, donc, qui est très bon là-dedans, c'est étonnant, c'est bien, c'est l'Espagne. Oui. Alors, en premier lieu, je vais vous parler de Smiley. J'ai adoré. T'as adoré. C'est extraordinaire. C'est très bon, très drôle. Il s'agit d'une mini-série en 8 épisodes de 30 minutes. C'est une comédie romantique basée sur la pièce de théâtre de Guillem Clua, une comédie qui est produite et diffusée à partir du 7 décembre 2022 sur Netflix. L'histoire est la suivante. À Barcelone, à cause d'une erreur de numéro de téléphone, un jeune barman, Alex, et un architecte cinéphile, Bruno, tous deux gays et célibataires, se rencontrent. Différents en tout point, ils ne se supportent pas, mais éprouvent tout de même de l'attirance l'un pour l'autre. Les deux hommes et leurs amis jonglent avec hésitation, embûches et occasions manquées, tout en cherchant le véritable amour dont ils ont besoin. Bruno est interprété par l'acteur Miki Esparbe, alors que l'acteur qui incarne Alex s'appelle Carlos Cuevas. Oui, puis rappelez-vous du nom parce qu'il est souvent dans les productions espagnoles, oui. Espagnoles ou même mexicaines parfois. Oui. Il est très beau d'ailleurs, très sympathique, je me permets de le dire.
Il tient très souvent des rôles gays, alors qu'apparemment, il ne le serait pas, selon ce que j'ai trouvé à son sujet sur le web. Carlos Cuevas, d'ailleurs, en passant, est né en Catalogne et il s'affiche profondément attaché à son coin de pays. D'accord. Alors, toujours avec cet acteur, Carlos Cuevas, il y a la mini-série espagnole Philo, mais qu'on peut aussi trouver sous le nom de Merli, M-E-R-L-I, que tu as vu aussi, je pense. Oui, Denis. ben oui. Très, très bon. J'en manque pas beaucoup de ces choses. Non, c'est ça. Ça aussi, ça a été un binge-watching. Juste en passant, il n'y aura pas de deuxième saison pour Smiley, puis je suis très déçu. Oui. Mais en tout cas, il y a quand même eu 2 saisons de Philo. De Philo. C'est donc composé de 2 saisons contenant chacune 8 épisodes. Le synopsis est le suivant. 3 mois après la mort de Merli, son professeur de philosophie au lycée, Paul Rubio, alias Carlos Cuevas, choisit de tenter sa chance à l'Université de Barcelone en étudiant la philosophie pour devenir lui-même enseignant. L'intrigue se déroule peu après la mort de Merli et suit son élève préféré, Paul Rubio. Paul se dit bisexuel auprès de ses amis, mais il est finalement attiré par les hommes et d'ailleurs, il tombe sous le charme d'Axel, un très séduisant chef de chantier intervenant à l'université. Les personnages de cette histoire sont sympathiques et très agréables à regarder. Je t'interromps, il y a quelque chose de très important. On apprend que Paul... Ah, je peux le dire, je suis dû le gâcher, il est séropositif. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Effectivement, dans la 2e saison. Ouais. Ou à la fin de la première. Je pense à la fin de la première. Oui. Ouais, c'est vrai. Tu peux le dire, c'est pas... Oui, parce que ça change pas. Je ne veux pas gâter votre plaisir. Non, c'est ça, exactement. Abonné, oui. Toujours en provenance d'Espagne, mais en coproduction avec le Mexique, la mini-série « Quelqu'un doit mourir ». Ça peut être présenté sous forme de « Someone has to die » en version anglaise. Je le précise parce que pour les recherches, c'est parfois intéressant. C'est excellent, mais ici, évidemment, on laisse tomber la comédie pour tomber dans le drame. L'acteur Carlos Cuevas est encore au générique, mais il ne tient pas ici le rôle principal. Alors, l'histoire est la suivante. Dans l'Espagne conservatrice des années 50, la relation présumée entre Gabino, un jeune homme de bonne famille, et Lázaro, un danseur de ballet mexicain, crée un tollé aux conséquences dévastatrices. C'est excellent, certes, mais aussi très dur, en particulier le dénouement. Et parmi les personnages les plus conservateurs de la mini-série, il y a celui de la terrible Amparo, qui est la détestable grand-mère de Gambino. Elle est interprétée par la toujours extraordinaire et légendaire actrice Carmen Mora, qui est la muse du cinéaste Pedro Almodóvar. Là, je vais te faire de la peine, mais j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop sanguignolant. Ah oui, t'as trouvé? Oui, et puis ça nous ramenait dans une époque, une façon de voir. Il n'y avait rien de beau dans cette série-là. Ça m'a beaucoup... Ça t'a choqué? Oui, ça m'a choqué. OK. Alors, heureusement, il n'y a pas de deuxième saison. Non, mais il faut dire que, comme je te l'expliquais, c'est dans les années 50. Et l'Espagne a énormément changé quand on dit qu'elle a autorisé le mariage pour conjoints de même sexe avant la France. Beaucoup de violence, beaucoup de sang, beaucoup de scènes qui, moi, à mon avis, ça aurait pu être coupé. La grand-mère est méchante. Ben, pas rien que ça. Moi, c'est les scènes de violence m'ont beaucoup perturbé. C'était trop. Moi, je dirais même que c'était gratuit. Il y a des scènes difficiles, effectivement. Mais une autre mini-série que tu as vue, mais qui t'a fait extrêmement rire. Ah, ben oui. C'est toujours c'est une mini-série mexicaine, La Casa de las Flores. Ah, c'est tellement drôle. Un plaisir coupable. Ah oui, ça, c'est un plaisir coupable. Oui. C'est comme de regarder Dynasty, d'ailleurs. Oui. Bon, c'est moins, disons, c'est plus moderne. C'est plus moderne, oui. Alors, cette comédie, donc, dure 3 ans et se divise en 13 épisodes pour la saison 1, 9 pour la saison 2 et 11 pour la saison 3, d'une durée d'environ 30 minutes par épisode. Alors, c'est créé par Manolo Caro et mis en ligne à partir de 2018 sur Netflix, y compris dans les pays francophones. Chaque épisode porte le nom d'une fleur choisie pour ce qu'elle symbolise en lien avec le contenu de l'épisode. Alors, qu'est-ce que la Casa de las Flores? C'est un magasin de fleurs tenu par la famille de la Mora, une famille totalement disjonctée, hilarante, mais aussi le nom d'un cabaret de spectacle de travestis et de drague géré par la même famille. Alors, il faut le voir. Il faut le voir pour comprendre, mais c'est très drôle. C'est très drôle. Alors, le fils de la Mora, Julian, cache sa bisexualité et surtout, il cache sa relation de plusieurs années avec Diego, le séduisant conseiller financier de l'entreprise de fleurs. Les personnages sont tous plus grands que nature et l'acteur Juan Pablo Medina, qui campe Diego,
est beau à souhait. Hein? Ouais. Un fait intéressant, c'est qu'il est né en Virginie. C'est un Américain d'origine, mais il a fait le choix de vivre et de travailler au Mexique. Ah, puis c'est les sœurs aussi. Comment s'appelle celle là, qui est toujours en train de se plaindre? Je m'en souviens pas du nom de la... Moi non plus, j'essaie de me rappeler de son nom, mais mon Dieu, elle me fait rire. c'est tordante. Mais comme je parle espagnol, j'écoute ces séries-là en espagnol aussi. C'est vraiment, vraiment génial, dans la langue d'origine. Là. Très bien. Ouais. Une mini-série américaine maintenant, c'est évidemment les Chroniques de San Francisco. Tout à fait. Tales of the City, qui est basé sur les romans de Armistead Maupin. C'était une mini-série à l'époque, dans les années 90 et au début des années 2000. On avait adapté plusieurs des romans, les 3 premiers en fait, de Maupin, et ça avait été un très grand succès. Alors en 2019, on a décidé de ramener les principaux personnages pour en faire une suite. On retourne donc au 28 Barbary Lane, la fameuse adresse où vivait le personnage central de Mary Ann Singleton, interprétée par la toujours excellente Laura Linney, qui a été 3 fois nominée aux Oscars. On y retrouve aussi un pilier des histoires de Maupin, c'est Anna Madrigal, une femme trans propriétaire des lieux, qui est brillamment interprétée par Olympia Dukakis, qui a été oscarisée, je le rappelle, en 1988 pour son rôle dans Moonstruck. Elle était la mère de Cher là-dedans. Oui, mais qui est maintenant décédée. Oui, Olympia Dukakis, qui nous a quittés récemment. Oui. Alors, après 23 années d'absence, Mary Ann retourne au 28 Barbary Lane à San Francisco pour fêter les 90 ans d'Anna Madrigal. Elle va y retrouver ses amis avec qui elle a vécu pendant de longs moments. On y retrouve le personnage gay de Michael Tulliver, surnommé Mouse par ses amis, qui est désormais incarné par un acteur gay australien qui s'appelle Murray Bartlett. Bartlett est un très bel homme qui a aussi joué dans une autre série gay qui s'appelle Looking. Oui. Dont je vous reparlerai une autre fois puisque ça ne passe pas sur Netflix, mais bien sur HBO. On fera un spécial HBO. Et voilà. L'acteur trans et non-binaire Elliot Page, anciennement Ellen Page, joue aussi dans cette nouvelle mouture des Chroniques de San Francisco en interprétant le rôle de Shauna Hawkins, un personnage relié de près à Mary Ann Singleton. Alors, c'est un bonheur de retrouver cette tribu qui vit des questionnements sur les difficultés des relations amoureuses, les problèmes de boulot, la liberté, les substances illicites, etc., etc. Et aussi, cette série donc reprend plus tard et on aborde toutes les autres questions d'identité qui n'étaient pas abordées à l'époque. C'est ça, puis, exactement. Anna Madrigal, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de lettres, là, le nom un acronyme, c'est-à-dire I'm a boy and a girl. Ah, wow! Ouais, a man and a girl, c'est ça que ça voulait dire. C'est très bien. Oui. Une autre mini-série américaine, mais qui plus est, celle-là de science-fiction, tournée entre 2015 et 2017, ça s'appelle Sense8. Alors, c'est le même titre en version française. 24 épisodes tournés par les sœurs Wachowski, Lana et Lily, la première étant une personne trans, et dont le récit tourne autour de 8 personnes réparties à travers le monde qui deviennent soudainement connectées sur les plans intellectuels, émotionnels et sensoriels. La série explore des thèmes que les réalisatrices pensent être généralement ignorés par les séries de science-fiction, notamment la politique, l'identité, la sexualité, le genre et la religion. Sense8 est une série mettant en vedette des personnages queer aux identités fortes. Connectés par une violente vision, ils sont maintenant liés, désormais capables de se voir, de se sentir, de s'entendre et de se parler comme s'ils étaient à côté les uns des autres, alors qu'il y en a une en Islande, l'autre au Japon, ainsi de suite. Oui. C'est une des séries chouchous du public sur Netflix d'ailleurs, et le personnage de Lito Rodriguez est un acteur mexicain secrètement gay, secrètement pour ne pas nuire à sa carrière, mais qui a une relation avec le bel Hernando. Alors, il y a le personnage également de Noomi Marks, qui est une femme trans, interprétée par une réelle actrice trans, qui est très bien, la très belle Jamie Clayton. Alors, Sense8 est un véritable coup de cœur. Cette série LGBTQ est un voyage humaniste à elle seule. Je vais te faire plaisir. J'ai aimé ça. Je les ai toutes vues, ces séries-là. J'avoue que je passe beaucoup trop de temps à la tête devant le téléviseur. Il nous reste 1 minute. Allons-y. 1 minute pour parler de The Boys in the Band. Yes. C'est sorti en 2020. Je rappelle rapidement que ça a été tourné par Joe Mantello, à qui l'on doit l'extraordinaire Love, Valor, Compassion, dont j'avais déjà parlé ici à l'automne dernier. The Boys in the Band, ça a été une pièce de théâtre au départ, en 68. C'était très osé de présenter off-Broadway une pièce gay.
2 ans plus tard, en 70, le réalisateur William Friedkin, qui est décédé récemment et à qui l'on doit le fameux film d'horreur L'Exorciste, en a fait un film en 1970. Et là, on a décidé d'en faire un remake en 1900, c'est-à-dire dans les années 2000. Alors, pour ce faire, le réalisateur Joe Mantello n'a engagé que des acteurs connus et tous gays. Alors, Zachary Quinto, Matt Boomer, Andrew Rannells, Charlie Carver, Brian Hutchison, etc., etc. Donc, une distribution entièrement gay pour des personnages gays dans un film réalisé par un cinéaste gay. Alors, la gamme est complète. Bon, on est capable de faire des choses nous-mêmes. On est capable de faire des choses nous-mêmes. Je vais devoir t'arrêter là, Donald. C'est très bien. Merci beaucoup. À suivre dans un mois. À suivre dans un mois, certainement. Merci. Eh bien, c'était l'heure où l'Arc-en-Ciel se lève, épisode 73 en ce 22 avril 2024. N'hésitez pas à communiquer avec nous à heureciel en un seul mot, @gmail.com. Merci à l'équipe, nos recherchistes Marie Massé et Godéric Traub. Merci à Maurice Bolduc à la mise en onde et à Julie Curley pour la musique thème de cette émission. On remercie aussi Gerlie Omelette, qui est notre chef de contenu numérique, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion, ainsi que Philippe Lapointe, notre directeur d'antenne, et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vue et Voix et de Canal M. Je m'appelle Denis Martin-Chabot. C'est toujours un plaisir d'être là et de vous présenter des entrevues avec des personnes extraordinaires de nos communautés et d'en apprendre un peu plus sur ce qui se passe dans nos communautés. N'hésitez pas à nous faire des commentaires et des suggestions, donc heureciel@gmail.com. À la semaine prochaine.